chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue à l'invité du midi. Merci d'être toujours branchés à cette émission. L'actualité politique nous submerge de mauvaises nouvelles. Un kidnapping par-ci, un kidnapping par-là. Un jeune médecin tentant d'échapper à un kidnapping se trouve aujourd'hui au bord de la mort ou de la paralysie totale. Tout se passe comme si tout le pays est en train de vivre en attendant leur tour. Mais quelque part, en attendant leur tour, des jeunes de ce pays qui refusent de partir à l'étranger essayent, autant que faire se peut, d'inventer la vie, d'inventer l'avenir. Quelque part, ces jeunes décident de verser dans un domaine périlleux. Pourquoi dépenser son argent et son énergie à vouloir éditer des livres dans un pays où les jeunes ne lisent pas, pouvaient-ils se demander? C'est qu'au jour le jour, les jeunes écrivent dans ce pays. Ils sont poètes, nouvellistes, romanciers et académiques qui produisent de la littérature et de la pensée pour ce pays. Sauf qu'on ne peut pas les écouter. Mais quand ils arrivent à l'étranger, ils trouvent leur consécration. C'est à ce moment qu'on se rend compte qu'ils étaient là et qu'ils produisaient au beau milieu de ce chaos. Les éditions Gouttes Lettres est donc un souffle nouveau pour la littérature toujours aussi foisonnante en Haïti. Mettant un peu de côté l'actualité politique, l'invité du midi décide de mettre le projecteur sur ce groupe de jeunes qui ont lancé les éditions Gouttes Lettres pour promouvoir la littérature et la pensée. Pedro Nasson Théoni est le directeur de publication de cette édition et il est notre invité pour ce midi. Bonsoir Pedro et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir aux amis téléspectateurs de la télévision Caraïbe et spécialement les principaux amis qui sont toujours branchés sur ce grand rendez-vous, l'invité du midi. Et merci de l'invitation. J'aime dire dans l'intro émission, nous décidons de mettre un peu de côté et peut-être pour mieux y revenir, l'actualité politique qui est un peu submergente et qui est faite pour la plupart du temps de très mauvaises nouvelles. Et quand je parle d'actualité politique, je parle de l'insécurité, je parle des jeux de pouvoir, je parle de tout ce qui se fait au niveau politique. Mais je voudrais quand même que les gens se rendent compte que pendant que nous avons bataille sur le terrain politique, là, quelque part, il y a des gens dans le pays qui ont organisé pour faire un minimum de choses intéressantes qui sont capables de faciliter la vie des gens, qui sont capables d'aider les gens à vivre et qui permettent eux-mêmes tout, en tant que monde et en tant que jeunes, inscrire dans une dynamique de vie en mettant chaos que nous vivons là. Donc, édition Gouttes Lettres, c'est une initiative que nous devons mettre projecteur à sur aujourd'hui. Et bien sûr, et je dis en dépit de ça, nous vivons en tant que peuple et qui ont tendance à faire nous replier sur nous-mêmes, à fermer nos chambres pour ne pas faire ça que nous aimons faire, ça que nous comptons faire. Donc, pour nous suspendre exister, dans le sens plein du terme, nous pensons que nous avons urgence, nous avons nécessité pour que, au contraire, nous agissions. Agir dans la sphère pas nous, dans ça que nous comptons faire, bien entendu. Et Édition Gouttes Lettres, c'est une association éditoriale qui, d'entre deux jeux, inscrit dans une ligne d'engagement. Bien entendu, c'est son concept qui est fort vaste, mais qui peut-être accable quelque peu entraver ou bien rendre problématique le travail de l'édition. Mais nous inscrivons justement dans l'engagement ça pour que nous contribuions à faire circuler les idées, la pensée, pour nous aider à ou bien participer dans le travail qu'a fait, ou bien quelques rares monde dans le pays a fait, pour aider à changer les choses en Haïti. Donc c'est essentiellement ça qui travaille nous au niveau de l'édition. C'est autour de ça que, ou bien c'est au regard de ça que ligne auditoriale nous justement inscrit. Un élément qui est intéressé dans l'édition, dans la façon que vous faites, je suis certain que l'édition pas nous pas premier. Et moi intéressé avec le concept d'association éditoriale. Parce que en principe, dans d'autres pays, les maisons d'édition, c'est généralement des entreprises. C'est des entreprises, et on va dire même à caractère culturel, c'est vrai, mais aussi
commerciales. C'est des entreprises commerciales découlant en général de grands groupes financiers. Ouais, ça veut dire là, donc c'est des générales de monde qui ont de grands groupes médias, qui ont des maisons d'édition. Je ne peux pas comprendre comment cet aspect-là de la vie, même si en passant, on a salué au monde qui est Fred Brutus et les éditions C3, et échappe complètement aux éléments d'affaires de ce pays. Au point que maison d'édition, c'est peut-être un bagage intéressant, parce que les vignes affaires de jeunes qui besoin faire valoir idées, qui besoin exprimer, qui mettent en association, qui créent des maisons d'édition pour éditer de livres, pour faire circuler la pensée. Pourquoi est-ce que le commerce ne s'intéresse pas à la pensée? Pour qui ça c'est ou même parce qu'on va comme ça, pas supposer dans main de jeunes qui va un goût dans fifio et puis qui décident que va faire maison d'édition. Généralement, ce sont les financiers qui s'en occupent dans d'autres pays. Mais pour qui ça en Haïti, bagay ça pas intéressé moun qui dans finance, qui des groupes financiers. Et puis ouais, c'est des jeunes dans le pays hein, qui ont des positions, qui ont un certain sens de l'engagement, qui ont velléité de faire valoir et l'idéal, qui investissent dans les questions éditoriales et qui créent des associations éditoriales. Bon, elle dit, si nous avons une réponse toute brève, toute courte, nous avons dit c'est parce que tout simplement en Haïti, nous pas encourager, nous pas promouvoir la pensée, la chose intellectuelle. C'est que, comme Jean m'a formulé dans un article que j'ai fait, son magnifique travail que Jean Pasmas fait, un livre biographique autour de Firmin, qui justement relève comme ça, Joseph Anténor Firmin, que la cabale anti-intellectuelle en Haïti, comme assister à une haine, mais vraiment qui clairement exprimée dans la société anti-intellectuelle. Donc la chose intellectuelle, la chose pensante, donc la chose culturelle, ou précisément intellectuelle, pour ne pas se sont moqués tellement galvaudés ces derniers temps. Donc ça n'a pas intéressé les grands groupes financiers. Les grands groupes financiers, qu'on a dit si jamais qu'on a considéré qu'il y a ça qui existe dans le pays. Moi, je pense que c'est peut-être là qu'on est capable de situer. C'est la principale raison, c'est que la chose intellectuelle, la chose, ou bien l'éducation, pas parler avec eux. Combien grands commerçants en Haïti qui investissent dans l'éducation? Quasiment aucun. Donc, c'est ça qui fait justement que l'édition, qui eux-mêmes en général, a incité à la production intellectuelle, la production littéraire. Donc, eux-mêmes, justement inscrit dans le travail de monde qui a éduqué, ils ont contribué dans le travail de l'éducation qui fait dans la société. C'est-à-dire qu'ils ont une importance sociale fondamentale, le travail de l'éditeur. Maintenant, ça vient faire que nous-mêmes, jeunes gens, qui non dynamique d'écriture, qui ont une sensibilité intellectuelle assez importante, assez intéressante, donc nous essayons de regrouper pour que, dans des espaces de débat, pour que nous mettions en commun ça comme valeur, pour nous possibilité pour nous mobiliser comme un palliatif à ça que nous vivons la journée en Haïti. Comme nous avons un chaos total. Et je pense que la meilleure forme de lutte pour nous-mêmes, au niveau des éditions, Gouttes Lettres, c'est justement faire travail ça, qui permet que l'idée circuler pour nous capables dans quelle mesure, certes, son bail cap temps pour le faire, vu la tendance actuelle, pour que nous renverser, contrebalancer ça n'a vu aujourd'hui. Donc, c'est clair que les commerciaux, les grandes entreprises, les grandes entreprises commerciales qui ont une vocation tout, même ailleurs, ça fait pour contribuer à éduquer les gens dans la communauté. Mais, je vais faire une parenthèse là, justement, l'aspect ça n'a pas toujours intéressé les groupes financiers, les groupes. Les commerçants uniquement pour de bonnes raisons. Ça peut être aussi pour des raisons idéologiques. Des groupes peuvent investir dans l'industrie de l'édition parce que justement, il y a un type de littérature qui veut circuler dans le pays par rapport à une vision de la société, par rapport à une idéologie. Ils sont capables d'éditer des auteurs que vous voulez. Et parce que vous avez moyen pour faire, mais vous ne pas faire.
C'est ça qui est intéressant. Pour qui ça va pas faire? Est-ce que ça n'est pas important pour eux? Parce que vous pensez que de toute façon, à travers la radio, les médias, entre guillemets, traditionnels, la société est déjà acquise à leur cause? Ah ouais? Ou encore, est-ce que pour ça estimer que si mon yo a accès à livre là, même les livres là, tu as un contenu idéologisant, et quand même, il a fini par libérer tête et arriver à mettre en question position dans la société. Mais déjà, il faut me une question, mais est-ce que j'aime une bonne raison pour qu'ils n'aient pas investi dans l'éducation? Moi, c'est que non. Et donc, grand financier, ça, il n'y a pas du tout une excuse vraiment capable de justifier, légitimer l'attitude vis-à-vis de la chose intellectuelle en Haïti. Bien entendu, il y a fait un travail qui à touiller la pensée en Haïti. Parce que justement, c'est seule possibilité nous-mêmes nous gagnons comme universitaires, comme monde qui applique sérieusement dans la communauté, pour que nous gardions sérieusement et puis nous pointer du doigt ça fait de mauvais à la communauté. Et nous, c'est seule interface réelle à Mounsaïo, au grand financier. Et justement, en ce sens, on gêne. Et ce serait ça la raison qui peut-être fait qu'on n'a pas investi dans l'éducation, c'est que puisqu'on gêne et on est dépourvu des moyens pour que nous restions en vie, eh bien, il n'y a pas de financier. Donc, il vous étouffe. Justement. Ok. Donc, à quel moment de la durée, et on dit que tu es tout bon, et je supposé, ou c'est enseignant de philosophie, ou un master en philosophie, donc, où tu as fait un pile l'autre bagaille, et à quel moment dit tu tout que, en plus de vos activités et de professeur, et vous pouvez investir tout, vous pouvez investir l'argent à toute énergie dans un projet éditorial? Ben, c'est d'abord en passion, parce que après le lycée, Pierre Eustache Daniel Fignolet, côté me fait une partie, en tout cas, dernière partie études secondaires, je rentré à l'école normale supérieure, et c'est là, véritablement, que je découvrir la chose livre. Et je fais une quantité d'expérience avec le livre, à différents moments, d'abord en tant que lecteur, puis comme écrivain, et maintenant comme éditeur. Et c'est quelque chose de passionnant. C'est quelque chose, elle dit, que depuis longtemps, moi, pas au sérieux. Et moi, que un livre n'est pas tout simplement un livre. Un livre, c'est toujours porteur d'une parole. Et la plupart du temps, bien sûr, parole au pluriel dans la communauté. Mais moi-même, comme éditeur, moi, surtout à la recherche de la parole qui change, qui transforme. Et c'est justement en ce sens, je pense que le livre que m'a édité, je vais mobiliser comme des armes. Donc c'est ça qui est ligne éditoriale. Justement, c'est ça qui est ligne éditoriale. Bien entendu, il y a des choix que nous faisons, parce que nous pas capables, dans la mesure où nous tri, il y a des idées qu'on va projeter. Mais nous vivons peut-être nous comme une édition généraliste, parce que nous publions tout type d'écrits, tout genre d'écrits, mais les textes, les œuvres qu'on nous propose, qui contiennent des propos méprisants à l'endroit, par exemple, de la femme, les propos qui a dénigré en général la gente humaine, ou bien en partie de la gente humaine, nous mettons de côté, ou bien propagande politique ou religieuse, nous mettons texte de côté. Mais à part ça, nous mobiliser, nous accepter presque tous les genres d'écrits qu'on nous offre. Mais seulement, nous mettons en avant ce fait que le livre doit toujours être mobilisé comme une arme. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui en Haïti, comme partout dans le monde, le second culte en Haïti ou ailleurs, et ça plus exprimé en Haïti, bien sûr, de l'impunité, un culte de l'imbécilité. Et
récemment, m'a posé mon question. De l'inculture. De l'inculture. Mais vraiment, c'est grave. Et je pense que c'est seulement par le livre, par la culture, qu'on nous sommes capables de remédier à cela. Et nous-mêmes, comme éditeurs, nous, justement, voulons contribuer à travailler cela. Elle dit, à sauver, elle dit, les quelques âmes haïtiennes, okay, qui doivent être sauvées. Parce qu'au bout du compte, je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui doit rester pour combattre ce mal qui sévit depuis trop longtemps en Haïti. Tu restes la faute à l'école aussi? L'école, les grandement contribue à ça, puisque notre école, ce qu'on vit aujourd'hui, notre école a contribué à cela. Ce qu'on vit aujourd'hui, elle dit, l'école, au final, il n'est pas formé pour que nous servions, même peut-être non, encore moins communautaire. Ou si nous avons servi, justement, il n'est pas servi pour, il n'est pas instruit, il n'est pas formé pour nous servir communautaire, mais plutôt servir tête nous malement. Non seulement nous n'avons pas des réflexes pratiques, c'est-à-dire que un petit monde après 13 années, c'est bien cela, 13 années d'études scolaires, entre le primaire et le secondaire, même si on n'utilise plus ce langage-là. Il terminé en philo, l'enfant n'a aucune compétence particulière. C'est-à-dire, même machine, il va faire conduire, les autres faire physique, les seconds problèmes courants, l'enfant n'a aucune idée. Sauf si c'est un petit monde qui, en particulier, t'a développé un intérêt pour un bagage spécifiquement. Mais généralement, on sort de l'école secondaire sans aucune compétence particulière. En plus de cela, nous ne savons pas lire. Donc, rares parmi ces élèves qui ont développé le goût de la lecture, et ce sont ceux-là qui vont se diriger vers les facultés de lettres à travers l'Université d'État d'Haïti. Mais pour la plupart, le gros de la population scolaire issue des terminales de ce pays n'ont ni compétences pratiques, ni compétences en matière de lecture. Mais justement, c'est que l'école haïtienne en général, il y a un tort que le fait, nous-mêmes qui passons la donne, c'est que les fait sortir la donne avec une haine de soi. Une haine de soi que je suis capable de dire, ils ont trop plein d'amour de soi qui fait que l'autre n'est pas et la communauté n'est pas. Par contre, penser de la collectivité réelle. Bon, là, il y a un terme qui est assez cher à Café Philo, elle dit penser le collectif, mais ça n'est pas dans notre... Son bail qui est étrange à la communauté. Là. Parce que nous n'avons pas de culture ça. Ce pourquoi l'école nous fait, c'est justement de river, réaliser tête nous au dépend de l'autre, au dépend du pays. C'est-à-dire l'école, c'est un espace où l'on fait l'apprentissage de l'égoïsme, de l'individualisme outrancier. Bon, si on a essayé élargi là, on est capable d'interroger sur ça que nous vivons de toujours, le banditisme, la corruption. Mais c'est déjà l'école, c'est l'école qui inculque ça comme valeur. Donc, je dis, c'est une façon pour nous remédier à série de problèmes à vivre là aussi. C'est déjà touché à la question de l'éducation. Sur les sanctions liées à des questions académiques importantes, comme le plagiat, le fait de copier, activité prend pour là. Longtemps, peut-être, sous période, ils étaient très stricts sur ça avec nous, mais on a l'impression, et j'ai même remarqué ça aussi au niveau des examens du bac, que même suppléants, eux, ils ont tendance à laisser aller sur des questions d'extrême importance. Mais justement, parce que c'est plus important que au parler des efforts personnels pour réussir. Donc, l'école, depuis longtemps, les suspend d'être la clé du succès, comme autrefois nous étions dit en Haïti. Parce que justement, il y a une quantité d'autres chemins capable d'emprunter pour arriver là. Donc, l'école, l'union passe-temps. Bon, moi-même qui encore, malgré tout, je suis capable de dire aujourd'hui avec un pile regret, malgré moi-même,
moi, à enseigner, je me confronté à tout type de personnalité. Et réalité, ça, chaque jour, je fais face avec eux. Et je suis capable de dire que je vis dangereusement en tant qu'enseignant. Maintenant, je pense que le livre, c'est ce qui reste. Et c'est justement l'outil qui est capable d'aider nous-mêmes, nous changer les choses. Et ça fait, moi, je fais choix de l'édition. Et par rapport à la quantité d'autres possibilités qui étaient devant, je pense que son nécessité pour moi, comme citoyen haïtien, comme monde d'abord, qui ont une sensibilité, disons, humaniste, et moi-même qui tire en pile de la société haïtienne, moi fait lycée Daniel Fignolet, moi fait lycée en général, études moi fait, c'est l'État qui paye, études universitaires moi c'est l'État qui paye, moi c'est ça comme retour, c'est son nécessité que lié, ça c'est la principale forme d'engagement, c'est là que le passé. Donc moi fais choix d'édition pendant que moi tourne dos à une série de possibilités de vie qui étaient devant moi. Yeah. Bon, moi, nous faisons de très bons livres. Profitez faire nos compliments. C'est une belle édition, c'est une édition de qualité. Donc, on panoplie d'auteurs qui ont publié dans les éditions Bout de Lettres que nous faisons promotion. Expliquez-moi comment nous faisons. Et en principe, en maison d'édition, dans une maison d'édition ici, dans la réalité, qui sont des imprimeurs. Alors, allez, on va prendre le livre en charge, il juste imprimer, remettre tout. Et puis, nous-mêmes, comme auteur, on va faire promotion, livre pourquoi. Nous-mêmes, nous fonctionnons vraiment comme une maison d'édition, avec un comité de lecture, un comité qui choisit texte, suivant la ligne éditoriale là, etc. J'en nous connais en maison d'édition, nous fonctionner. Oui. Parce que, bon, c'est déjà une sensibilité d'ordre intellectuel qui bat naissance à la maison d'édition. D'où toute importance ça, d'où tout travail ça qui fait autour du texte qu'on reçoit. Nous recevons un texte, nous trions bien entendu, selon que le texte est situé dans ça que nous-mêmes. Selon que d'abord, il parle avec nous et ne disposant pas des grands moyens pour, pendant une année, tirer ou bien faire paraître une cinquantaine de titres, nous obligés de trier les textes, mais vraiment qui nous parlent le plus. Et nous sommes capables de passer des mois à travailler autour de textes. Après, bien sûr, que le comité a fini le texte à Napkimbel. Et puis, nous discuter à côté des éventuelles corrections, des éventuels changements, pour que nous gagnions au final un texte, mais vraiment qui vaut la peine. Parce que c'est tout livre à dire en parole, mais il faut que ça dise un livre vaut la peine que moi-même moi publie. Donc, tout texte que nous-mêmes nous publions dans l'édition, c'est des paroles qui méritaient que moi porter aller. D'abord, moi défendre, c'est mon travail en tant qu'éditeur, parce que j'ai un double investissement qui fait là-dedans. Moi-même travaille sur le plan interne comme éditeur, depuis ma lit texte ça, m'a fait travail comme éditeur, et jusqu'à ce qu'il sorti la caille moi pour que le public il découvre le Sambral déploie un effort pour que moi défendre le texte ça. Me dit son texte bien et qui méritait qu'on lit et pour moi justement dit en quoi c'est bon, en quoi ça mérite votre attention, votre temps de lecture. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'éditeur comme étant un passeur de rêves, hein? Parce que vous avez découvert que ce travail est formidable et vous vous êtes dit que en tant qu'éditeur, il faut que je passe cela à d'autres, il faut que d'autres puissent lire ce texte, et c'est là que, en tant qu'éditeur, vous prenez la décision de publier ce texte, de le faire vendre, d'assurer la promotion de ce livre. Je te donne rapidement, Pedro, la possibilité de présenter la plupart de vos auteurs qui sont là sur la table. Et déjà à côté de moi, j'ai un roman d'Emmanuel Derilus, Les Disparus du 22 avril. Et c'est un roman historique? Oui, c'est un roman historique qui porte sur les événements autour de la disparition de Jacques-Stéphane Alexis. Son long voyage à l'étranger et puis son retour
qui va se solder, bien sûr, à sa disparition. Donc, c'est un roman qu'il nous faut absolument découvrir parce que c'est un bon travail, une écriture assez fluide et fort documentée. Mais vraiment, c'est un excellent Il y a un texte. écrivain français, mais d'origine haïtienne, du nom d'Éric Sarner, qui a fait aussi un travail à peu près et sur la mort, la disparition de Jacques-Stéphane Alexis. Et donc, toute l'importance de ce travail, c'est que ça nous permet, récemment, un ami qu'on a en commun me le disait, c'est bon, Enzo Francisco Petson, que je salue, que c'est un livre qui nous permet de voir la vie des communistes haïtiens. Parce que ça met en avant quelques moments historiques fondamentaux de notre vie aujourd'hui. La période de la guerre froide notamment. Il n'y a que dans les livres qu'on connaît cette tranche d'histoire. Et encore, on ne savait pas vraiment la vie que menaient les communistes haïtiens à cette période. Oui. Et justement, ce livre nous présente d'une façon magnifique chacun des communistes présentés dans ce texte. Et ça nous permet de nous faire une idée assez étrange, mais importante de ce qu'a été la vie des communistes en Haïti. De combien le régime avait le contrôle de chacun des moments, de chaque parcelle du territoire haïtien et nous permet aussi de voir toute la monstruosité avec laquelle ce régime traitait les communistes, ce régime se dressait face au peuple haïtien. Oui, c'est d'autant plus intéressant que l'année 2022 justement ramènera bien sûr le centenaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis, qu'il faudra naturellement qu'il tonne fêter en grande pompe parce que un écrivain comme Jacques-Stéphane Alexis, ça ne peut pas être passé sous silence. Oui, du tout pas. Et d'autant que moi, je le considère comme le saint patron des écrivains haïtiens. Et je pense qu'il y a énormément d'activités prévues à l'occasion. Je crois que l'École normale supérieure prépare des événements. Bon, et il y a d'autres institutions ou structures qui projettent des choses pour commémorer correctement ce moment. Vous avez donc Jean-Hérol Paul. En plus, vous découvrez aussi de nouveaux écrivains. Oui. Et ce ne sont pas les écrivains. En fait, il y a aussi les écrivains connus de la place, mais il y a aussi de nouveaux écrivains, dont Jean-Hérol Paul en est un, qui a fait paraître chez vous Delorium. Oui, Delorium, regroupe 2 recueils de poèmes que Jean-Hérol Paul a publiés en France. Et donc, il est docteur en philosophie, professeur de philosophie à Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Et il vit en France. Il a découvert notre travail. Et il a estimé bon de nous contacter et de nous proposer ce travail. Donc, on a été heureux de découvrir son œuvre, mais vraiment, c'est une poésie extrêmement intéressante, riche et qui parle. C'est une très belle poétique au final. Si gisent nos espoirs mornés, verdict sans appel, nous sommes la proie de la vie. Ainsi s'étend l'anathème, cocktail sulfureux au désinant ce sud. Passagers des ondes folles, nous nous promenons dans la vacuité d'être. Méli-mélo nauséeux, au contact de nous-mêmes, s'entremêlent tous nos tâtonnements minuscules, nos blesses sur des bruissements brumeux. Ainsi va la vie. Juste pour donner une idée mais vraiment, on a été trop content de découvrir ce travail. Vous faites aussi des rééditions. Je vois que vous avez réédité Cassalé de Ketli Mars. Bon, c'est encore un très bon travail. C'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, soit en 2012. Moi aussi, hein. En 2012. Je l'ai lu à sa parution même, je crois. Lorsque Ketli nous a fait l'honneur de ce travail, on a dit, j'ai été trop heureux d'y replonger
parce que j'avais énormément d'interrogations, énormément de questions que ce livre m'avait permis, à l'époque de ma première lecture, de trouver une réponse ou bien une certaine satisfaction. Et bon, là, on a l'ensemble de nos nouveautés. Bon, c'est pas, tout n'est certes pas là, mais il y a les principaux. Il y a Les disparus du 22 avril, d'Emmanuel Derulis. Il y a Delorium de Hérold Jean-Paul. Il y a Zizani de Gisèle Apollon. Gisèle Apollon, Prix des Champs 2005. Il y a bien sûr Variations sur la créolisation. Parce que vous ne publiez pas que de la littérature, mais aussi des thèses. Justement, parce qu'on est une édition ouverte sur tous les genres d'écrits, donc une édition généraliste. C'est de Variations sur la créolisation du professeur philosophe Edlin Dorismont. Et puis il y a d'ailleurs. Que nous saluons. Il y a Casalé de Ketli Mars. Il y a Mélissa Béralus, Femme non masculin. C'est un texte qu'il nous faut absolument découvrir. Et puis, il y a Marxisme et aliénation, 5 études sur le marxisme haïtien de Jean-Jacques Cadet. Intéressant, très intéressant. Il y a aussi ton livre et puis, qui est là. Bon, Les délices de la chair. Tu es romancier. Oui, bon, c'est un livre paru en 2018. Je l'ai quand même pris avec moi. Et puis, il y a Lettres gâchées de Claude Carré, ce livre qu'on a là. Donc, c'est un livre, mais vraiment, c'est du bon travail. Donc, on publie... Donc, vous avez toute une collection aussi de poésie en format de poche. Ah oui. Donc, c'est un format qu'on a créé parce que, très justement, on est du 9 et parce que c'est très pratique, si vous pouvez prendre un de ces textes. C'est très pratique par rapport au format parce qu'on peut emporter ça facilement en voyage. On peut lire en avion. Donc c'est extrêmement pratique ce format-là qui ressemble un tout petit peu au format de poche, donc qui rend le livre facilement transportable et quand on voyage, c'est toujours bien de se faire accompagner d'un texte. Donc ça c'est la collection Poésie 456 EGL. Donc on a à peu près une quinzaine de titres dans cette collection. Maintenant, on va terminer avec cette émission. J'ai voulu faire un gros plan sur les éditions Gouttes de Lettres, question de saluer votre travail. Quand je dis votre travail, je parle de toi et de ton équipe. J'ai voulu le faire aussi pour un peu décentrer le débat, sortir un peu de cette actualité politique, comme je disais tantôt, quelque peu submergente qui nous étouffe, mais aussi de vous donner l'opportunité d'offrir ce travail au public. Et où est-ce qu'on trouve les livres des éditions Gouttes de Lettres? Ils sont disponibles en librairie, la librairie La Pléiade. À La Pléiade. À Pétionville notamment, et à Astérix. Et autre endroit où on peut trouver le livre, c'est dans les événements de dédicaces qu'on organise par moment ou dans les salons du livre. On a été au salon du livre haïtien de Paris le week-end dernier. Et comme on a été à Hinche, comme on sera le week-end prochain à Payan, à la deuxième édition du Salon du Livre, du Salon littéraire et artistique de Payan, organisé par Aubrac, Jean, justement. Les 17, 18 et 19 décembre prochains, on sera également là à la deuxième édition du Festival du Livre, les rencontres philosophiques, littéraires et artistiques créées ou initiées par les éditions Gouttes de Lettres. Donc, c'est là les différents endroits où l'on peut trouver nos livres. Ok. Et vous avez dit tantôt que vous êtes une association éditoriale, donc je suppose que vous mobilisez vous-même vos fonds ou vous avez un financeur, vous avez reçu des subventions? Bon, de subventions, pas encore. Ah bon? Pas encore. C'est avec nos moyens, nos faibles moyens. C'est mon salaire de professeur qui me permet de réaliser un certain nombre de choses avec les éditions Gouttes de Lettres. Bien sûr que ça ne peut pas rester ainsi parce que sinon on risque de s'écrouler. Le salaire est censé me permettre de me reproduire en tant que à la fois être humain
enseignant qu'individu, et, hein. Et père de famille. Donc, ça aurait été une bonne chose de prendre son salaire d'enseignant et de l'investir dans un projet qui pourrait et peut-être à l'avenir rapporter plus que le salaire d'enseignant. Oui, mais là, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un investissement à fond perdu? Pas perdu, mais pour le moment, ça ne rapporte pas. C'est sans doute là que se situe toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à mobiliser plus de gens autour de nous. Parce que ça nous empêche de leur donner un cachet digne de ce nom. Du coup, ils sont, malgré le fait qu'ils saluent notre travail, mais ils sont un peu réticents à nous rejoindre autour de travail qu'on fait. Oui, on a besoin du support de l'État d'abord, comme cela se fait ailleurs, parce que de la direction du livre. Justement, ils ont l'obligation parce que ça participe à leur travail. Donc, ne pas le faire, je dirais, c'est un acte parmi tous les actes criminels qu'ils commettent. Mais c'est un acte criminel parce que ça participe au projet de tuer la culture, de tuer l'activité intellectuelle en Haïti. Donc, il faut qu'enfin, ils agissent pour le bien-être de ces activités-là. Vous avez contacté les mécénats de la place. Je sais que Focal donne quelques subventions. Et pas encore. Oui, on les a contactés, mais ils sont encore réticents. Je ne sais pas encore pour quelle raison. Peut-être parce qu'on est considéré comme des enfants bâtards du milieu de la communauté. Bon, vraiment, on n'a pas vraiment la bonne raison là, pour expliquer le fait qu'on n'a pas encore de subventions. Mais tout compte fait, on continue à faire notre travail. Quitte à ne produire qu'un seul livre par année, on continuera à travailler parce qu'on sait pertinemment que ça vaut la peine. Ça va au moins permettre à un jeune élève, et aux jeunes gens de Petit Goâve, de partout en Haïti, de découvrir quelque chose qui certainement va changer sa vie. Une phrase suffit à vous faire voir les choses différemment. Et je pense que cela vaut la peine que je continue. De continuer à produire des livres, à éditer des livres. Messieurs, et en fait toi et particulièrement au nom de ton équipe, je vous en félicite sincèrement parce que je trouve que vous faites un travail extraordinaire. Vous produisez des livres et ce sont des livres de qualité. Laissez-moi m'adresser au public de l'invité du midi. Noël, c'est la saison des cadeaux. Offrez donc des livres à vos amis, à vos êtres chers. Et je vous invite donc à vous procurer des ouvrages édités aux éditions Goutte-Lettres. Vous les trouverez à la Pléiade dans les éditions de la Place. Donc, mesdames, messieurs, allez acheter des livres des éditions Goutte-Lettres parce qu'il faut supporter cette initiative pour qu'elle ne meure pas. Donc, Pedro, un dernier mot avant qu'on referme définitivement cette interview. Le dernier mot serait qu'il est temps qu'on investisse dans les choses qui comptent, dans les choses qui durent et qui aident à changer, à produire l'humanité en nous. Et l'une des choses les plus fondamentales qui aident à cela, c'est les livres. Donc, je vous invite à investir dans les livres et de manière générale dans l'éducation, parce que ça paiera certainement. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Bon, c'est à moi de remercier ça. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de l'invité du midi. Nous avons reçu pour vous Pedro Nasson Théoné, qui est un jeune professeur de philosophie, qui a décidé d'investir son argent, ou celui de ses collaborateurs, et aussi son temps, son énergie et toutes ses compétences à éditer des livres et à les mettre à la disposition des jeunes pour pouvoir promouvoir la culture, promouvoir la littérature, promouvoir la lecture. Je voulais l'encourager et c'est pour ça que je tenais à faire un gros plan sur cette maison d'édition. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci d'être toujours branché l'invité du midi, ce rendez-vous immanquable de la semaine. On se dit à tous et à toutes au revoir.
À demain. Bye bye.